Fermez les écoutilles, fermez tout. On ne sait pas d'où ça vient. Ce que vous entendez, c'est la panique. Nous sommes en 2020, dans le segment russe de la Station spatiale internationale. L'air s'échappe, la pression chute. Et personne ne sait pourquoi. Depuis ce jour, le sifflement n'a jamais vraiment cessé. On vous présente l'ISS comme le joyau de l'humanité. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. À 400 km au-dessus de vos têtes, 450 tonnes de métal sont en train de se désagréger. Fissures structurelles, obsolescence fatale, astronautes bloqués faute de vaisseaux fiables. La NASA vient de prendre une décision radicale qu'elle tente de masquer sous des termes techniques. L'euthanasie programmée, ils ne vont pas réparer l'ISS. Ils vont payer SpaceX 843 millions de dollars pour la précipiter dans l'océan Pacifique. Un sabordage de 30 ans d'investissement, valant 150 milliards de dollars. Mais pourquoi maintenant? Est-ce une défaillance technique que l'on nous cache ou le début d'un abandon total de l'orbite basse au profit d'une nouvelle puissance qui, elle, est déjà prête? Pour comprendre ce qui se joue là-haut, nous allons suivre une analyse en 4 étapes. Le diagnostic technique. Pourquoi les fuites et la fatigue des matériaux sont devenues irréparables? L'impasse logistique. Comment les défaillances des capsules privées mettent en péril la sécurité des équipages? Le plan d'exécution. Les détails du contrat de SpaceX pour le grand plongeon de 2030. Le gap orbital. Le risque géopolitique majeur d'un abandon de l'orbite basse au profit de la Chine. On parle souvent de la fissure dans le module russe Zvezda, mais en réalité, l'ISS souffre d'un cancer généralisé, la fatigue cristalline du métal. L'ISS subit un stress mécanique constant. Imaginez un avion qui décollerait et atterrirait 16 fois par jour pendant 25 ans. À chaque passage, jour-nuit orbital. Les modules gonflent et se rétractent. Ce cycle finit par modifier la structure même de l'aluminium. Il devient poreux à l'échelle microscopique. Ce ne sont plus des fissures qu'on peut boucher. C'est le métal qui transpire l'air vers le vide, l'électrolyse et la corrosion cachée. À l'intérieur de la station, l'humidité dégagée par la respiration et la sueur des astronautes est recyclée. Mais une partie s'infiltre derrière les racks d'expérience, là où l'air circule mal. Résultat, de la condensation qui stagne contre les parois froides, créant une corrosion galvanique indétectable sans tout démonter. L'obsolescence électrique et informatique. Le câblage de l'ISS date des années 90. Certains composants critiques ne sont plus fabriqués. On se retrouve à hacker des systèmes modernes pour les faire communiquer avec des ordinateurs qui ont moins de puissance que votre lave-vaisselle. Chaque panne de transformateur devient un casse-tête logistique mondial. Le problème, ce n'est pas seulement que la station vieillit, c'est qu'on a de plus en plus de mal à la quitter. L'embouteillage des ports d'amarrage, l'ISS n'a qu'un nombre limité de parkings. Avec l'arrivée des acteurs privés, la gestion des ports est devenue un Tetris mortel. Si un vaisseau reste bloqué à quai à cause d'une panne, il empêche le cargo suivant d'apporter de la nourriture, ou pire, du carburant. La dépendance au carburant russe, c'est le secret le mieux gardé de l'orbite. L'ISS tombe en permanence. Elle perd environ 100 mètres d'altitude par jour à cause de la traînée atmosphérique. Pour la remontée, on utilise les moteurs des cargos russes Progress ou les moteurs du segment russe. Si la Russie décide de se retirer ou si leurs moteurs tombent en panne, l'ISS est condamnée à une chute libre en quelques mois. L'Amérique est, pour l'instant, incapable de maintenir l'ISS en l'air toute seule. Pourquoi est-ce si cher de la détruire? 843 millions de dollars. Parce que l'ISS est un objet asymétrique. L'ISS n'est pas une sphère. C'est un immense mécano avec des bras articulés et des panneaux solaires géants. Si vous la poussez n'importe comment, elle se met à tournoyer sur elle-même. C'est le tumbling. Une station qui tournoie est impossible à diriger. Le vaisseau de SpaceX devra utiliser des algorithmes de poussée en temps réel pour compenser chaque vibration.
chaque rupture de pièce, afin de garder le nez de la station pointé vers l'océan. La menace du titane. L'aluminium brûle bien, mais l'ISS contient des réservoirs d'azote et des composants en titane et en acier inoxydable. Ces matériaux ont des points de fusion extrêmement élevés. Ils ne brûleront pas. Ils vont arriver au sol comme des enclumes fonçant à Mach 20. Et c'est là que les chiffres deviennent effrayants. Les modèles de la NASA confirment qu'entre 70 et 180 tonnes de métal survivront à la rentrée. Le titane fond à plus de 1650 degrés. L'atmosphère n'aura pas le temps de le consommer. Le travail de SpaceX, c'est de s'assurer que ces enclumes tombent dans un rectangle de vide de 2000 km de long, dans le Pacifique Sud. Mais il n'y a pas que le métal. L'ISS contient des fluides toxiques, comme l'ammoniac, et des isotopes radioactifs pour certaines expériences. Si la station se disloque trop haut à cause d'un mauvais guidage, ces substances ne seront pas vaporisées, mais dispersées dans notre atmosphère. Voici le point de rupture. La NASA prévoit la fin de l'ISS pour janvier 2031. Mais les stations privées censées prendre le relais n'existent, pour l'instant, que sur papier glacé. Le mirage du privé. Axiom Space a des problèmes de financement et accumule les retards. Blue Origin change de stratégie tous les 6 mois. On nous vend un futur radieux, mais la réalité, c'est que nous n'avons aucun module de remplacement en phase de test final. Le risque de l'amnésie spatiale. Le risque réel est simple. On détruit l'ISS et rien ne suit. Les astronautes américains et européens n'ont plus de destination. On perd l'expertise médicale juste au moment où on en a besoin pour Mars. Une compétence qui met des décennies à s'acquérir et quelques mois à s'oublier. Et la Chine dans tout ça? Pendant que l'Occident se demande comment financer son prochain hôtel orbital, Pékin joue aux échecs. Leur station Tiangong est déjà là. Elle est moderne, elle est automatisée et elle est extensible. Le plan de la Chine est limpide, devenir le seul propriétaire du laboratoire de l'humanité. Ils ont déjà commencé à inviter les nations partenaires de l'ISS à venir chez eux. L'Agence spatiale européenne a même déjà envoyé des astronautes s'entraîner avec les taïkonautes. Si l'ISS est détruite et que les stations privées échouent, le leadership spatial basculera. La science mondiale devra passer par Pékin. Les brevets, les découvertes médicales, les secrets industriels de demain seront gérés sous pavillon chinois. Le leadership spatial est en train de basculer, non pas par une guerre, mais par une simple défaillance de planning. L'Occident est en train de se saboter lui-même, en programmant une euthanasie sans avoir construit la relève. Alors, quel est le véritable diagnostic ? L'euthanasie de l'ISS en 2030 n'est pas qu'une simple décision technique. C'est le constat d'un monde qui a changé. D'un côté, la NASA doit libérer son budget. Chaque dollar dépensé pour maintenir les vieux tuyaux de l'ISS est un dollar qui n'ira pas pour poser le prochain pied humain sur la Lune. C'est un choix pragmatique, mais brutal. De l'autre, nous prenons un pari historique. Nous parions que des entreprises privées seront capables de maintenir une présence humaine là où les plus grandes puissances mondiales ont peiné à le faire pendant 30 ans. C'est une transition d'une science pour l'humanité vers une science pour le marché. Le 31 décembre 2030, quand le ciel s'embrasera au-dessus du Pacifique, ce ne sera pas seulement du métal qui sombrera dans les abysses, ce sera le dernier lieu de paix diplomatique de notre espèce. On n'euthanasie pas seulement une machine, on ferme une fenêtre sur l'univers en espérant qu'une autre s'ouvrira avant qu'il ne fasse tout à fait noir. Sommes-nous en train de sacrifier notre présence orbitale pour un futur lunaire hypothétique ? Ou sommes-nous simplement en train de laisser les clés de l'espace à ceux qui, eux, ont encore un plan clair ? Cette enquête sur les problèmes cachés de l'exploration spatiale a demandé énormément de recherches. Si vous voulez que l'Odyssée de l'espace continue d'exister, votre soutien est capital pour nous faire connaître. Selon vous, la NASA fait-elle une erreur historique en programmant la fin de l'ISS sans avoir de remplaçant de garantie ? Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines analyses. Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons pousser loin nos investigations. Merci d'avoir suivi cette exploration.
Prenez soin de vous et n'oubliez pas, là-haut, personne ne vous entendra crier. Mais ici, nous garderons les yeux grands ouverts. C'était l'Odyssée de l'espace. À bientôt pour la suite du voyage.